La politique de leadership pesant. La radio Leader FM, des leaders motivés et engagés. Au cœur du leadership changeant, votre radio vous guide aux ondes paisibles. Radio Leader FM. Vous êtes à l'écoute de la radio Leader FM en collaboration avec Que demande le peuple, votre analyse du jour. Comme d'habitude, chaque semaine, nous sommes obligés de vous donner les analyses que nous sommes en train de faire pour voir la politique au niveau de notre pays, la RDC. J'ai comme invité le docteur Prosper Nobirabo Moussafiri, professeur des universités et de recherche en droit international public. Il est avec nous, il va répondre aux questions de Yannick Foundi, l'animateur à la radio Leader FM. Je dis bonjour à monsieur le docteur Moussafiri Prosper. Bonjour Yannick. J'ai le plaisir encore de vous recevoir dans notre deuxième émission d'analyse sur le problème de la RDC. Monsieur le professeur Prosper, comment évolue la politique au niveau de la RDC après la démission du G7? Écoutez, la politique au niveau de la République démocratique du Congo aujourd'hui, nous sommes en train de naviguer à vue. J'ai dit naviguer à vue parce que lorsqu'on voit la situation politique en République démocratique du Congo aujourd'hui, on ne comprend plus rien où est-ce que nous partons, quels sont les objectifs que nous cherchons. Parce que le problème de G7 qui semblait être le problème interne à la majorité présidentielle, a commencé à prendre les pas sur la véritable question en République démocratique du Congo. Donc pour moi, la véritable question qui se pose en République démocratique du Congo, c'est l'alternance à la fin de l'année 2016, c'est-à-dire l'organisation des élections pour que réellement le Congo démocratique puisse avoir un nouveau président et que celui-ci, Joseph Kabila, qui est fin mandat, puisse partir. Mais il me semble qu'en moins d'une année, c'est-à-dire plus ou moins une année, la politique en République démocratique du Congo navigue à vue. C'est-à-dire on ne comprend plus qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faudrait organiser, aller au dialogue comme l'IDPS ainsi qu'un certain groupe de gens affirment, ou bien il faudrait organiser les élections comme un autre parti affirme, ou alors il faut aller dans la révolution. Donc vous comprenez, ce sont ces pistes de solutions qu'il faudrait chercher, ou encore une autre opinion. Ça, c'est mon point de vue. C'est ce qui pourrait être, cette opinion-là, ou pour cette pensée, c'est ce que moi, je pense très clairement, serait plutôt de voir est-ce que, pourquoi le Congo ne peut pas finalement commencer, ou les Congolais, même les intellectuels congolais, ne peuvent pas chercher à mettre en place des plans, c'est-à-dire chercher l'alternance. C'est-à-dire si par exemple les élections ne marchent pas, qu'est-ce qu'il faut faire très clairement après? Si par exemple il n'y a pas de dialogue, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien comme nous avons des rumeurs, nous lisons, on a lu dans un site ici, que le gouvernement prépare finalement la révision constitutionnelle. Je ne sais pas si vous avez lu la même chose comme moi. Oui, exactement. J'ai vu une lettre du Premier ministre Matata Ponyo qui voulait parler de... Il demande qu'on puisse faire le référendum. Sur quoi on ne sait pas le sujet. Donc ça aussi, ça reste un peu suspense. Oui, voilà. Ce référendum pose problème. Donc vous comprenez que tout est flou. Il n'y a pas une lecture. On ne peut pas suivre qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et voilà pourquoi ça nous pousse plutôt à faire l'analyse. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux bien répondre. Voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire, nous sommes en train de faire des analyses parce qu'on voit que comme les choses évoluent en RDC, on ne sait pas où nous sommes en train d'aller, où le pays va. Parce que toute chose, on commence à tourner au rond, on touche le référendum, on vient de mettre le nouveau ministre, ils ont remplacé bien sûr ceux qui ont démissionné. On n'arrive pas à comprendre exactement. Il y a aussi le projet de nomination des commissaires généraux. Voilà, exactement. Il y a des provinces jusqu'à présent, on n'arrive pas à mettre dans les nouveaux provinces, de mettre les gens qui vont les diriger. Bon, ils sont en train de tourner, on ne sait pas que devient la RDC pour le moment. Mais disons, parlons de référendum. Qu'est-ce qui est caché là derrière, selon vous, selon vos analyses? Bon, je crois que
l'idée de référendum, le gouvernement est en train de chercher à prolonger les mandats de Kabila. C'est-à-dire que c'est la stratégie du chaos. On essaye d'avoir plusieurs pistes pour distraire les Congolais au maximum, pour qu'ils ne comprennent plus qu'est-ce qu'il faut faire en réalité. Parce que la manière que le gouvernement du Congo parle de dialogue, ils ont amorcé un certain nombre déjà de discussions. Ils ont commencé la discussion avec Tshisekedi ou l'IDPS, que l'IDPS a abandonné finalement, n'a pas continué. Ils se sont retirés, les gens de l'IDPS. Ils ne sont pas là, ils sont allés très loin, ils ont créé les provinces. Donc il faut 26 provinces qui... En tout cas, dans le budget de l'État, ils n'ont pas mis l'argent nécessaire pour finalement faire fonctionner toutes ces provinces, ces provinces qui venaient de créer. Et troisième chose, c'est maintenant ici la fameuse lettre. La question qui se pose, c'est la rumeur ou c'est la réalité, mais au moins, jusqu'à preuve du contraire, lorsque vous voyez sur Internet, c'est une lettre que effectivement Matata a écrit pour préparer un référendum. Donc vous comprenez que la majorité en place est en train de chercher toutes les stratégies pour faire sauter le verrou, ou sinon l'article qui empêche M. Kabila à postuler pour un nouveau mandat. Donc ce sont ces types de stratégies-là que le pouvoir en place est en train de mettre en place pour éviter finalement, ou sinon pour aller dans leur fameux glissement. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de... On les voit, on sent comment le gouvernement est en train de mettre les stratégies pour garder, c'est pas, si on peut l'aider pour garder le pouvoir, parce que jusque-là, on ne sait pas pourquoi ils sont en train de le faire. Ce sont les analyses que nous sommes en train de faire. Si vous lisez par exemple la Constitution elle-même, je ne sais pas l'article, mais je vois avec la disposition parce que je n'ai pas lu la Constitution autour de la question. Sinon, le référendum peut être fait à la demande du Parlement, je crois au gouvernement, qui adresse une lettre au Parlement. Là, le Parlement doit se réunir pour que le référendum passe. Il y a aussi une autre disposition qui dit qu'il faut au moins 100 000 personnes qui écrivent pour que le référendum se fasse finalement en République démocratique du Congo. Donc, je ne sais pas pour quelle motivation ce référendum est fait. Sinon, si on n'est pas dans les secrets de Dieu, on suppose que c'est plutôt dans l'esprit de faire sauter le verrou, c'est-à-dire l'article qui refuse que le président Kabila puisse se présenter une fois de plus quand il est basculé à la fin de son mandat. Je crois que ce sont des stratégies, c'est-à-dire le gouvernement en place où le régime de Kabila est en train de monter des stratégies de pourrissement. C'est-à-dire qu'il faut créer plusieurs fronts au même moment et qu'avec ces plusieurs fronts, on ne sait jamais ce qui pourra réussir. Et que si un des fronts réussissait, ils vont bondir si ça, ce qui est faisable, ce qui est possible pour eux, pour arriver à finalement la révision de la Constitution, sinon à donner un nouveau mandat à Joseph Kabila. Nous sommes en train de voir, parce que devant moi, j'ai la lettre de M. Matata Ponyo. Oui. Oui. Donc, si je peux lire quelques phrases là, il dit, Monsieur le vice-premier ministre, par la lettre référenciée, il a donné les articles, le numéro. Du 21 septembre 2015, l'honorable président de l'Assemblée nationale m'a fait parvenir, conformément aux dispositions de lettre 130 de la Constitution, ainsi que les articles 135 et 137 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la proposition de loi portant organisation du référendum en RDC, initiée par les honorables Lucien Kassongo, Mwandiavita et Simplice Ilunga Monga, député national. Je vous transmets la dite proposition de loi en vue d'apprêter les concerts avec le ministre des autres structures concernées, les observations du gouvernement. Au regard du délai imparti au gouvernement, ces observations devront me parvenir au plus tard le 1er octobre 2015 pour transmission à l'Assemblée nationale en temps utile. Veuillez agréer, Monsieur le vice-ministre, et voilà. Oui, je crois qu'il faudrait revenir d'abord sur le référendum parce que c'est très important. Oui, alors restons un peu sur le référendum. Oui, je crois que cette lettre, parce que moi je n'ai pas la lettre ici. J'ai lu sur un site ici, mais je n'ai pas vu la lettre. Merci beaucoup parce que vous venez de lire la lettre. Bon, l'idée qui me vient en tête ici, c'est de dire finalement quel est le rôle de tous ces députés de l'opposition qui sont aujourd'hui au Parlement. Parce que si le référendum si la lettre, n'est-ce pas,
si la lettre qui demande qu'on fasse le référendum, et ce référendum passera par la voie du Parlement, nécessairement. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, même l'opposition qui se trouve aujourd'hui au gouvernement ou au Parlement, ou ceux qui sont allés au Parlement, pour représenter réellement l'opposition, ne sont pas en mesure de faire quelque chose, n'est-ce pas, pour arrêter le processus. Parce que s'ils étaient en mesure de faire quelque chose pour arrêter le processus, je ne pense pas que le gouvernement pourrait aujourd'hui prendre toutes ces dispositions ou prendre ce genre de la lettre pour préparer un projet de référendum. Donc là, je pense que pour cette affaire, une fois de plus, il faudrait la pression populaire. Cette pression populaire-là ne peut revenir que cette fois-là, que ce soit tout le monde, y compris les intellectuels, les gens de la société civile, et tout le monde pour faire pression pour que ce genre d'opération n'arrive pas. Et cela le plus vite serait le mieux. Et je crois que dans tous les partis politiques, c'est-à-dire tous ceux qui estiment réellement qu'il faudrait sauver encore la démocratie en République démocratique du Congo, nous devons nous lever comme un seul homme pour barrer la route à ce genre de propositions. Donc vous comprenez, cette fois-là encore, ça nous appelle un peu plus, nous tous, ça nous interpelle pour dire qu'il y a un problème réel. La volonté cachée de pouvoir en place pour aller coûte que coûte, finalement, arriver à basculer ou arriver à faire ces prétendus, je ne sais pas moi, glissements comme ils appellent. Maintenant, la question qui m'arrive en tête, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas pour l'instant ici, au même moment, quand on veut faire pression, parce que pression de la rue ou faire quoi que ce soit, est-ce qu'il ne faudrait pas pour l'instant ici chercher par tous les moyens à trouver des plans pour dire qu'écoutez, par exemple, si aujourd'hui, s'il arrivait par exemple que si ces gens organisaient le référendum jusqu'à la fin, qu'est-ce que nous allons faire pour que cette fois-là, la résolution du référendum ne puisse pas passer? Est-ce qu'il faudrait faire les actions de la rue, mais avec quelle efficacité? Monsieur le professeur, est-ce que vous avez des propositions aussi? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne. Je suis en train de faire juste les analyses. Je n'ai pas de propositions sur place, mais je suis en train d'observer la gravité de la situation. Oui. Parce que si aujourd'hui on arrive à organiser ce référendum, quel est le mécanisme que nous allons faire? Donc moi je crois que c'est là où j'ai dit la fois passée, j'ai dit que toutes les options étaient envisageables. Parce que si aujourd'hui, par exemple, ceux qui disent qu'il faudrait aller dans une révolution, il faut un soulèvement populaire, voilà l'occasion au moins pour que ces gens-là puissent déclencher les mécanismes de soulèvement populaire, pour que la situation s'arrête là. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'empêcher aujourd'hui pour dire que ce référendum n'arrive pas. Je crois même que c'est une occasion de faire des grandes organisations ou de faire des manifestations à Kinshasa ou partout ailleurs pour qu'on empêche vraiment l'aboutissement de ces référendums. Oui. Ça, c'est oui. Et deux, finalement, de l'autre côté, réfléchir qu'est-ce que nous devons faire très sérieusement pour que la situation qui se passe au Congo ou la stratégie de pourrissement de Joseph Kabila n'aboutisse pas. Faudrait-il les actions de la rue? Faudrait-il organiser des marches? Parce que c'est là où réellement nous disons toute la pression qu'on est en train de faire, si l'on ne fait pas ça assez bien, ça pourrait plutôt envoyer très justement ces gens qui sont au pouvoir arriver à faire ce qu'ils peuvent faire. Alors je pense que c'est vraiment un dossier un peu costaud. Hein. Ça reste, c'est toujours suspense. On n'arrive pas, c'est suspect. On n'arrive pas à voir exactement qu'est-ce qui est caché derrière ces référendums. C'est vraiment. Oui, c'est vrai, là tu as raison, c'est franchement quelque chose, parce qu'à l'analyse, parce que moi je n'ai pas lu la lettre, je viens juste écouter comme vous avez fait la lecture là. Bon, ils n'ont pas précisé référendum, ça sera sur quoi? C'est ce qu'il faudrait faire le référendum pour peut-être, je ne sais pas moi, pour de simples provinces ou quoi que ce soit, pour l'âge ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Ils sont assez flous, mais au moins on soupçonne, ça ce sont des hypothèses, on soupçonne pour dire que c'est pour que faire tomber les verrous de l'article 220 qui empêche finalement Kabila à briguer un nouveau mandat. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette analyse au niveau du référendum, au niveau de politique générale. Je rappelle à nos auditeurs
que nous sommes en train de faire les analyses. C'est-à-dire, nous sommes en train de penser selon leur pensée. Nous sommes en train de voir peut-être, on est dans la bonne voie, peut-être ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai ou faux. Si quelqu'un a des propositions, il peut justement nous contacter, il peut contacter la radio Leader FM, il peut nous écrire sur quai-demande-le-peuple1@gmail.com pour venir faire aussi l'intervention comme notre invité, monsieur le docteur. Est-ce que vous avez encore un mot sur le plan politique? Comme ça, nous allons clôturer cette émission d'aujourd'hui. Oui, je crois le problème, c'est que ce qui est important, parce que nous avons juste parlé de la question des suppositions, parce qu'on ne connaît pas, on n'est pas dans la pensée des dieux pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, je voudrais très rapidement rentrer sur ou dire un mot sur la situation qui se passe très clairement au Congo aujourd'hui, c'est-à-dire les différentes positions qui déchirent aujourd'hui les Congolais, notamment en ce qui concerne les élections au Congo, où de l'autre côté, les gens estiment qu'il ne faudrait pas organiser le dialogue, il faut aller directement aux élections. Oui. Bien, ceux qui pensent qu'il faudrait plutôt organiser le dialogue. Et puis, ceux qui pensent finalement pour dire qu'il faudrait plutôt faire la révolution. C'était très important. J'ai eu plusieurs réactions par rapport à notre émission de la fois passée. Oui. À dire, écoutez, nos analyses n'étaient pas assez efficaces autour de cette question-là. Donc, je voudrais revenir très rapidement pour dire que, une fois de plus, parce que c'est l'essentiel, nous avons souligné la fois passée pour dire que s'il y avait dialogue, le dialogue en réalité n'empêchait pas l'organisation des élections, moins encore la révolution. Alors, monsieur le professeur, comme ça, je vous donne 5 minutes d'analyser, de faire une petite résumé sur ce qu'on avait parlé la fois passée, afin que les gens puissent nous comprendre. Je pense qu'il y avait peut-être le mal attendu, les gens n'ont pas bien compris ce que vous avez dit. C'est notre pensée. Voilà, exactement. Oui, vous avez la parole. Moi, je disais plutôt toutes ces analyses-là, que ce soit les dialogues, que ce soit la révolution, que ce soit révolution, dialogue ou élection, ne se contredisent pas. Parce que si l'on organise aujourd'hui les dialogues, cela n'empêche pas les gens d'organiser les élections. Et de la même manière, si on faisait aujourd'hui le dialogue, ça n'empêche pas la révolution. De la même manière que les élections n'empêchent pas le dialogue, ou finalement les élections n'empêchent pas la révolution non plus. Donc vous comprenez que tout ça, ça accorde, mais au moins ce qu'il faudrait pour être juste, pour voir ce qui se passe, j'essaie de voir ou j'essaie d'analyser à mon point de vue les craintes des gens. Comment j'analyse les craintes des gens? Parce que si par exemple aujourd'hui nous prenons le cas de dialogue, dialogue tout simplement, et que nous ne voyons pas très bien les alternatives possibles, dire que si aujourd'hui les dialogues se tenaient effectivement et que toutes les résolutions des dialogues ne sont pas respectées, qu'est-ce que nous allons faire comme deuxième position? Sans pour autant arriver à voir des alternatives sur ce point-là, on comprend tout de suite que le dialogue en soi, ceux qui pensent que le dialogue serait une voie suicidaire pour la République démocratique du Congo, à ce niveau-là, leur crainte peut être justifiée d'une manière ou d'une autre, tout simplement si l'on rentre finalement dans l'histoire en général, ou l'histoire politique, ou l'évolution des questions de dialogue en République démocratique du Congo, comme il se passe, ou comme cela a été. Pourquoi j'ai dit parce que si l'on prend par exemple le cas de la conférence nationale souveraine, on verra tout de suite que la conférence nationale souveraine qui était un forum qui était assez costaud pour arriver à faire tout ce que la conférence a fait, mais cette conférence à la fin n'a jamais eu, ça il faudrait l'avouer,
la conférence nationale souveraine n'a jamais eu la capacité de faire partir Mobutu. Donc toutes ces résolutions, ils ont fait d'ailleurs, même la conférence nationale a eu juste la possibilité ou une façon de pouvoir remettre certains hommes politiques qui étaient déjà bannis dans des milliers de Congolais sur les rails. On peut prendre le cas des gens de l'IDI ou les autres ou tout ce qu'on est en train de faire. Et nous pouvons aussi voir, par exemple, ça c'est le cas de la conférence nationale, on peut aller aussi très loin pour peut-être dire que le dialogue peut poser aussi problème. Ça, parce qu'il faudrait être logique dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'aujourd'hui, ces dialogues pourraient nous apporter quelque chose d'assez rigoureux si l'Occident n'est pas impliqué dans ça? Et même si l'Occident est impliqué dans les dialogues, par exemple, la question qui se pose finalement est qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut monter comme scénario pour que, quelle que soit la condition, cette fois, les dialogues soient effectivement en faveur des Congolais. C'est-à-dire qu'il ne soit pas quelque chose pour que le Congo, les gens soient finalement dribblés, si vous me permettez le terme. Oui, donc moi, justement, une petite question pour le dialogue. Bon, si, comme vous êtes en train de parler de dialogue, rentrons un peu en arrière, le gouvernement a demandé le dialogue sans la présence de la communauté internationale. L'UDPS a demandé le dialogue avec l'assistance de la communauté internationale. Pourquoi cette contradiction? Pensez-vous que le gouvernement veut le dialogue pour l'intérêt des Congolais? Bon, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas simplement parce que avant même de demander ces nouveaux dialogues, sans l'assistance de la communauté internationale, oui, le gouvernement de Kabila avait déjà fait un dialogue. C'est-à-dire qu'avec les autres, les Kingo, qu'ils ont appelé les gens qui sont allés même dans la concertation. Ils n'ont pas appelé ça dialogue, mais en tout cas, dans la concertation de Kinshasa, Kabila n'a jamais mis en application les résolutions de cette concertation. Oui. C'est d'ailleurs l'argument majeur qui fait craindre à ceux qui ne veulent pas le dialogue, dire que Kabila n'a jamais respecté ses engagements. Vous comprenez? Oui. C'est ça qu'il a fait dire. Mais la question qui se pose est, de toute façon, si Kabila n'a pas respecté ses engagements, est-ce que c'est en organisant vraiment la pression dans la rue ou en faisant tout ce que nous allons faire, des marches ou des protestations, écrire sur Internet, faire quoi que ce soit, ce qui ferait finalement marcher les choses? Ou bien faudrait-il vraiment aujourd'hui que l'on réfléchisse, qu'on trouve plutôt des alternatives? C'est-à-dire, prenons tout ce que Kabila pose comme problème. C'est-à-dire, il a amené le dialogue, il a amené les référendums, c'est lui-même qui il a créé des provinces, tout ce qu'ils ont créé aujourd'hui. Maintenant, avec tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire comme alternative? C'est-à-dire, réfléchissons, trouvons des pistes de solutions pour dire que si, par exemple, il monte les dialogues, quelle sera la réponse que nous allons réserver par rapport au dialogue? Si ça sera les élections, qu'est-ce que nous allons faire en sorte que si nous partons aux élections, cette fois-là, ça ne soit pas des élections trichées et que ça soit réellement c'est la population qui puisse se retrouver dans les élections. Ou bien, si ce n'est pas les élections, si c'est la révolution, qui est d'ailleurs une des voies possibles, qu'est-ce que nous allons faire en sorte que si c'est la révolution qui arrive aujourd'hui au Congo et qu'avec cette révolution-là, ça ne soit pas les régimes des militaires ou un groupe de militaires qui doivent venir pour prendre le pouvoir et partir. Aujourd'hui, on peut bien prendre l'exemple pour voir ce qui s'est passé réellement, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps au Burkina Faso. Oui, nous avons vu que la révolution, les gens sont allés dans la rue, et puis les militaires sont revenus, ils ont fait le coup d'État même pour le gouvernement de transition. Bon, nous avons vu la réaction de la population dans la rue, oui, pour dire qu'ils refusaient vraiment la révolution, pour dire ceux qui pouvaient, pour refuser, pour dire qu'ils ne voulaient pas de la révolution, ils sont allés jusqu'à la fin. Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, existe-t-il la capacité de mobilisation, la capacité des gens pour qu'une fois qu'on fasse bouger les choses dans le sens de la révolution, pour que tout le monde se mette déjà dans la rue pour arriver à réclamer le départ de Kabila? Et s'ils réclament le départ de Kabila, est-ce que nous avons aujourd'hui la capacité de mobilisation? Est-ce qu'il y a vraiment la capacité de mobilisation pour faire ça? C'est possible que cette capacité-là soit. Mais s'il faudrait arriver à faire cette capacité de mobilisation, il faudrait commencer ça aujourd'hui. Il ne faut pas attendre finalement
la fin, c'est-à-dire le 28 ou même le jour même où on doit organiser les élections pour commencer à monter des stratégies ou commencer à monter la révolution. S'il y a vraiment la révolution, il faut commencer à réfléchir là-dessus et commencer à monter des stratégies pour dire, écoutez, nous voulons la révolution, nous voulons le soulèvement populaire, nous voulons faire partie Kabila autour des soulèvements populaires, mais il faudrait en tout cas que l'on fasse, qu'on s'organise, et cette organisation, c'est tout le monde qui sera impliqué. Si ce sont les élections que nous voulons organiser, qu'est-ce que nous allons monter sur place ou quelles sont les stratégies possibles qu'il faut monter pour que cette fois-là, Kabila ne puisse pas tricher les élections? Si c'est le dialogue, il faut dire aussi les plans B pour dire que si Kabila n'arrivait vraiment pas à respecter les résolutions des dialogues, qu'est-ce qu'il faut faire pour que désormais, s'il ne respecte pas, nous devons le contrer pour qu'il puisse accepter ou faire appliquer ce que nous avons pris comme résolution de dialogue. Voilà ce que moi je parle de l'alternative, ce que moi je parle plutôt un certain nombre d'idées que nous pouvons mettre en place ensemble pour que finalement, où les Congolais, toutes tendances confondues, ou disons les Congolais qui veulent vraiment le changement à la tête de la République démocratique du Congo doivent réfléchir pour que ce genre d'activités ou ce genre de choses, ça se mette en place ou ça s'applique effectivement. Donc voilà mon point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait réfléchir. Toutes les stratégies sont possibles, mais à une seule condition, il faut réfléchir, monter des stratégies pour que cette fois-là, ça réussisse et que l'on ne parle plus de Kabila dans les jours à venir ou dans les mois ou dans les temps, dans les mois où l'année prochaine ou je ne sais pas moi, après les élections, lorsque son mandat sera terminé. Donc voilà, c'est à peu près ça mon point de vue. Merci beaucoup, monsieur le professeur Prosper Nobirabo Moussafiri. C'était avec ces mots que nous allons clore l'émission d'aujourd'hui. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour les prochains numéros. Merci, au revoir. Au revoir. La politique de leadership pesant. La radio Leader FM, des leaders motivés et engagés. Au cœur du leadership changeant, votre radio vous guide aux ondes paisibles. Radio Leader FM.